Alors, j'ai entendu parler de la loi d'amnistie sur le génocide de 90. Ça voulait dire comment c'est arrivé, comment est-ce que les intellectuels ont pu laisser faire. Les intellectuels n'ont pas laissé faire. On est en 1989. Il y a eu ce que vous connaissez, à savoir les déportations et surtout les meurtres. Mais il y a eu surtout les événements de 90, dans lesquels, ou au cours desquels, des militaires ont été massacrés, dans le cadre d'un plan du système qui était destiné à déraciner tout le reste, tout ce qui restait de la présence négro-africaine, surtout au sein de l'armée et au-delà au sein de l'administration publique, pour jouer à plein feu, à plein régime, la domination chauvine dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, 90, c'était aussi l'époque où il y a un énorme courant de démocratisation qui balaye la planète. On est au tout début du processus qu'on va appeler maintenant, plus tard, la mondialisation. L'effondrement de l'Union soviétique, l'ouverture du monde, le discours ultralibéral qui commence à prendre le pas sur tout autre discours dans le monde, fait qu'on a eu les effets discours de la boule du président Mitterrand. Bon, qui donc va demander aux néocolonies africaines de s'adapter à une nouvelle réalité, et ça va passer pour ce qui concerne la Mauritanie, par le fait que Oultaya, qui a toujours été un ami très proche de la France, va lui aussi, disons, raccommoder ou accommoder ce discours donc, de démocratisation à la sauce mauritanienne. Alors, c'est ce contexte donc, où on part de la répression brutale contre les négro-africains à une situation où il faut démocratiser, qui explique qu'il fallait pour ce régime solder les comptes du passé immédiat pour se présenter un nouveau visage acceptable sur le reste du monde. C'est-à-dire, voilà, le passé est passé, maintenant on va vers la démocratie. Par quelle voie passer? Par la voie juridique de l'amnistie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce qui se passe ou ce qui s'est passé soit connu par voie de justice. Parce que quand tu dis qu'une chose est démocratisée, tu veux dire que la justice peut être saisie, c'est évident. Si tu dis que quelque chose est démocratisé, tu veux dire que désormais il va y avoir des associations publiques qui vont être libres, se constituer, les partis politiques également. Tu veux dire surtout que les victimes pourront maintenant désormais s'associer pour porter l'affaire devant la justice. Il y a donc un risque qu'avec cette espèce d'ouverture démocratique qui s'annonçait, que cela ne se retourne comme un doigt que l'on met dans son propre œil contre le système lui-même. Et c'est donc dans ces conditions-là que les juristes de l'époque de Maouia ont concocté cette fameuse loi d'amnistie, en votant, pratiquement d'ailleurs dans une sorte de clandestinité, c'était épique, en votant cette loi de 2 lignes, qui d'ailleurs sur le plan de sa formulation juridique n'avait pratiquement pas de sens, parce qu'on a amnistié des événements. Mais jamais il n'est dit dans cette loi que ce sont les meurtres et le génocide qui avaient eu lieu qui sont amnistiés. Ça veut dire donc que même en droit pur, la loi d'amnistie elle-même est rédigée de telle façon qu'un juge normal ne peut pas le considérer réellement. Parce qu'on n'amnistie pas un événement, on amnistie des faits. Mais les faits doivent être cités. On doit dire ce qu'on amnistie. Et vous pouvez voir la loi, on ne dit jamais ce que l'on amnistie. Elle n'est pas valable doublement. Elle n'est pas d'abord valable dans sa façon d'être rédigée. Parce qu'une loi n'a de sens que lorsqu'elle a un sens. C'est ce qu'on apprend aux juristes. C'est-à-dire que pour pouvoir appliquer une loi, il faut que son écriture permette d'en dégager un sens. Quand je dis j'amnistie un événement, lequel? Si vous ne dites pas lequel, c'est que ça peut être n'importe quel événement. Donc, ce n'est pas une loi d'amnistie qui, par définition, doit être précise. Ça, c'est la première forme, disons, d'illégalité de cette loi. La deuxième forme, qui est beaucoup plus grave d'illégalité, c'est qu'on ne peut pas amnistier certains crimes. Certains crimes sont inamnistiables du point de vue du droit international public, auquel la Mauritanie fait partie. Toutes les lois sur la torture, toutes les lois sur le génocide, toutes les lois sur les crimes contre l'humanité, toutes les lois, je vais parler de lois ici, de conventions, toutes les conventions sur les crimes de guerre, donc les 4 fameuses sœurs de lois criminelles, ne peuvent pas être amnistiées. Et j'ajoute à ça que, indépendamment de ces 4 faits non amnistiables, crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, en dehors de ça, il y a des situations qui ne sont pas amnistiables. Lesquelles? Lorsqu'on a affaire à ce qu'on appelle un crime continu. On peut amnistier un crime qui s'est réalisé. Je vous tue, et puis il y a une loi qui est votée, qui amnistie l'acte que j'ai fait. Mais c'est un acte instantané, vous êtes mort. C'est pas vous. Enfin, je vous tue. Voilà. Maintenant, supposez que je vous fasse disparaître. Je ne vous tue pas, mais je vous enlève. Vous êtes porté disparu. On ne peut pas amnistier cette disparition parce que c'est un crime continu, c'est le crime de disparition. Tant qu'on n'a pas vu votre cadavre et qu'on ne vous a pas identifié, on ne peut pas amnistier l'auteur de cet acte. Vous voyez, ce n'est pas lié à la gravité de l'acte ici. Crime de paix, crime contre la paix, crime contre le génocide, etc. Mais c'est en raison de la façon dont se déroule le crime. Il est continu.
Parce qu'une disparition est continue tant qu'on n'a pas découvert le cadavre. Ou tant qu'on n'a pas découvert vivante la personne qui a disparu. Or, les militaires dont on parle et qui sont supposés avoir été amnistiés, personne ne les a vus depuis lors et personne n'a vu leur lieu d'inhumation. Et donc, on ne peut pas amnistier ces auteurs qui, par contre, et ce sont tous ceux qui étaient, sous lesquels ils exerçaient, c'est-à-dire leur chef immédiat, tout ce monde-là est effectivement sous le coup du crime de disparition parce qu'ils étaient sous leur commandement au moment où la dernière fois qu'on les a vus. Par conséquent, tant que ces gens-là ne disent pas où ils sont, on ne peut pas amnistier leur crime. Ça, c'est une autre discussion. On fait quelque chose, je vous signale, que le jour même où la loi d'amnistie était votée, les premiers à avoir manifesté, c'était les personnes qui étaient les ayants droit, c'est-à-dire les personnes qui réclamaient la justice, mais aussi, à l'époque, les forces de l'opposition, notamment à l'époque, c'était l'UFD Air Nouvelle, qui a organisé des marches et des manifestations devant l'Assemblée nationale. Ça, on l'oublie toujours. Et vous pouvez aller demander à l'association des veuves. Ce sont les Kardiata Malik Diallo qui les encadraient, avec les Lala Aïcha, etc., que vous pouvez aller contacter et vous raconteront dans le détail de ce qui s'était passé à l'époque, devant l'Assemblée nationale. On a envoyé effectivement des députés négro-africains pour chercher à justifier le vote de cette loi. Et ils ont été hués devant l'Assemblée nationale, il y a une tension extrêmement vive. Et ensuite, c'est à cette époque-là que pour la première fois, une forte délégation, j'ai eu l'honneur de les avoir accueillis à Paris, une forte délégation justement des veuves et des associations qui les soutenaient pour participer à la fameuse conférence de Vienne sur les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide et pour la protection des droits de l'homme. Et c'est la première fois que ces associations sont sorties pour exposer le cas de la Mauritanie et de ce dont ont été victimes les négro-africains dans une instance internationale. On a constitué un groupe, on les a accueillis et c'est nous qui les avons créé les conditions pour continuer sur Genève. Vous pouvez demander ça au gouvernement. La loi d'amnistie n'est pas valable. Elle n'est pas valable, bien sûr. Et l'État mauritanien ne fait rien pour ça. L'État mauritanien actuel ne fait rien, mais je vous signale que sous Sidi Ould Cheikh Abdallah, pour la première fois, il y a eu des concertations qui avaient été appelées. C'est à la suite de ça d'ailleurs que, et c'était la première conclusion qui avait été demandée et qui avait été tirée par le chef de l'État lui-même, d'abord, d'admettre la responsabilité de l'État mauritanien, il fallait le faire, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a eu crime, et crimes contre l'humanité, et crimes de génocide. Ensuite, deuxièmement, de dire que l'État mauritanien assume la responsabilité. Et trois, de promettre qu'on va engager maintenant un processus genre justice et vérité. Et c'était ça où on en était jusqu'à ce qu'il y ait eu justement dans l'année même, ou plutôt dans les mois qui ont suivi immédiatement, le coup d'État de Mohamed Ould Abdelaziz. D'ailleurs, certains disent que cela est lié. Certains disent que au moins une partie des militaires ont participé au putsch dans l'espoir d'arrêter la main de Sidi Ould Cheikh Abdallah qui, depuis son fameux discours de Rousseau, avait engagé le processus qui devait déboucher sur la réconciliation et qui donc devait déboucher sur la justice.